Cet épisode vous est rendu possible par Eneco Formation. Avant de plonger dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis très heureux de vous partager ce partenariat. Si comme moi vous n'avez aucune idée de comment créer des sites web, comment brander votre contenu, comment valoriser votre marque, ou par exemple comment augmenter votre visibilité, vous allez adorer Eneco Formation. En gros, c'est une école digitale qui propose des formations 100% gratuites, 100% en ligne, qui est soutenue par la BPI, donc par le gouvernement en fait, et sans aucun dossier à remplir. Parmi les programmes, vous allez retrouver marketing digital, réseaux sociaux, création de sites web, ou par exemple, intelligence artificielle. Pour plus de détails, je vous laisse cliquer sur le lien juste en dessous, eneco-formation.fr. Mais à présent, mes petites beautés, on est parti pour l'épisode. Avant de commencer, tu peux nous expliquer ce que tu entends par la performance. Ouf, ok. Je m'attendais à ce que tu me dises qu'est-ce que la préparation mentale, là la performance. Déjà, merci aussi de m'accueillir. Je le place là, comme ça, c'est fait. T'inquiète. Merci de m'accueillir ici et dans de très belles conditions en plus. Pour moi, la performance, elle n'est pas uniquement à mettre dans la sphère du sport et du haut niveau. Pour moi, on peut très bien être un performeur du quotidien. La performance, c'est adapter son style de vie en fonction de ses objectifs. Et un objectif, ça peut très bien être je veux me sentir en meilleure forme quand je monte les escaliers de chez moi, ou j'ai envie de fonder une famille avec des bons principes de vie, etc. Mais pour moi, ça va être de faire des choix, d'ouvrir son esprit, d'adapter son quotidien et d'avoir une vision assez ouverte et de comprendre que je peux être une meilleure version de moi-même. Et cette version de moi-même, elle peut être magnifiée grâce à des choses qui se passent en interne, donc dans mon propre corps, dans mes propres pensées. Je peux m'élever spirituellement, mais aussi via des outils externes comme une meilleure nutrition, s'entraîner, des interactions sociales, etc. Et c'est toutes ces interactions-là entre le milieu interne et le milieu externe qui va te permettre d'accomplir certaines choses. Et pour moi, la performance, elle est au quotidien et c'est pas uniquement accomplir des choses incroyables. Et je trouve que c'est aussi très personnel et je trouve qu'aussi on en fait un petit peu tout un plat aujourd'hui de la performance. C'est peut-être des fois même un peu trop présent et c'est pour ça qu'en préparation mentale, on dit on doit trouver l'équilibre entre le bien-être et la performance parce que quelqu'un qui performe mais qui n'a pas un équilibre de vie et un bien-être, il peut performer, mais sur du court terme. Et je trouve que le côté bien-être, on le laisse un peu trop de côté. Ok, bon, j'avais pas prévu de commencer par ça, mais ça me donne du coup envie de creuser. Justement, en fait, est-ce que quand tu performes, et je suis totalement d'accord avec ta définition et c'est trop cool de pouvoir commencer là-dessus, quand tu performes, moi j'ai l'impression que ça peut pas durer dans le temps, tu vois, que c'est pas, qu'il n'y a pas cette notion de durabilité, tu vois, j'ai toujours à l'esprit je sais pas, j'allais dire Steve Jobs, mais c'est un mauvais exemple, mais tu sais, la hustle culture, en mode, ils bossent comme des oufs et ils réussissent à créer un truc de ouf. Mais que ça peut, enfin, ils pourraient pas bosser de cette manière-là pendant toute leur vie, tu vois. J'ai l'image du génie fou, savant fou qui va bosser pour une très courte période, qui va produire des trucs de ouf. En fait, c'est un vaste sujet, mais ce qui m'intéresse, moi, dans le processus de la performance, ça va être la finalité et le début. Dans la finalité, c'est la récompense. Comment elle se manifeste, cette récompense-là? Souvent, ça va être au niveau chimique. Et le début, en fait, comment te vient l'idée de performer? D'où vient cet objectif-là? Et en fait, en fonction de travailler le début, donc souvent c'est l'objectif, le pourquoi, le why, comme diraient certains, et la fin, comment va se manifester cette récompense-là, on va avoir la durée de la performance au milieu. Comment va se manifester la récompense? Ça peut être de l'adrénaline, ça peut être de la dopamine, des choses comme ça. Ça varie chez énormément de personnes. Il y a des gens qui vont avoir une très bonne conscience émotionnelle et corporelle. Dès qu'ils vont entreprendre des choses, ils vont pouvoir percevoir de suite un sentiment de récompense. D'autres personnes qui ont un peu moins cette conscience-là, ils vont pouvoir entreprendre des choses énormes, mais ils vont jamais se sentir récompensés comme ils le veulent. Et je pense que certaines personnes courent après ce sentiment-là, cette chose-là, ils ne l'ont jamais découverte. Ou au contraire, d'autres personnes, en faisant des petites actions, des petits gestes dans leur quotidien,
ont de suite ce sentiment de récompense, de ce récompense-là. Mais du coup, pour résumer, c'est la durée, elle est en fonction du début et de la fin. Ouais, du coup, ça me donne une autre question. Et après, on va rétropédaler un petit peu. Mais tu vois, moi, souvent, ce que je note, c'est que je me mets des objectifs et je mets en place le système. Exemple, pour que ça soit très concret pour mes chers auditeurs, nos chers auditeurs aujourd'hui. En gros, tu vois, typiquement, quand je construis un podcast comme système, j'ai une ligne de départ. J'ai pas vraiment de ligne d'arrivée. Ce qui fait qu'en fait, tu vois, au bout de X mois à créer du contenu, en fait, comme t'es pas au début, en mode de dopamine, c'est trop stylé, c'est le démarrage, et comme t'es pas à la fin non plus, en mode, c'est le dernier kilomètre, je vais tout donner, en fait, il y a ce petit truc de flou, de flottement entre les deux, où tu t'es pas motivé, où tu as une perte de motivation, une perte d'énergie, etc. Comment tu fais pour gérer ce truc-là, toi ? En fait, quand tu sais pas à quoi t'attendre, il y a forcément une part d'inconnu. Donc, quand tu t'engages dans un processus, mais tu sais pas ce que va te faire ressentir la récompense, c'est difficile de s'engager dans ce chemin-là et d'avoir pas mal de discipline. Quand tu t'y as goûté, en fait, c'est ce qui va te permettre de reproduire le processus. Mais encore une fois, si tu répètes le processus tout le temps de la même manière, il peut y avoir une adaptation. Et à la finalité, ce que tu aurais dû ressentir de manière excessive peut-être, un sentiment de performance et de choses accomplies. Comme tu l'as tellement reproduit que tu rentres dans une certaine routine, et le mot routine, c'est positif et négatif aussi, on pourra en reparler, il est possible qu'en fait, tu perdes un petit peu le fil et que tu perdes un petit peu cette motivation-là. Ok. Si tu veux bien, on peut un peu rétro-pédaler. Tu vois, pour moi, quand j'ai commencé à préparer l'épisode, je me suis dit, la préparation mentale, c'est un peu du chamanisme. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui le voient comme ça. Moi, la première personne à qui que j'en ai entendu parler, c'est Alexandre Jolivet, qui est athlète des Games, super carrière de fou. Des énormes cuisses. Ouais, exactement. On se rappelle tous pour son squat à 200 kg à 18 ans et ses énormes cuisses. Moi, j'avais son squat là où il tournait sur lui-même. Là. Il est impressionnant. C'est un monstre physique. Et donc, lui disait que systématiquement pour ses compétitions, il avait un préparateur mental et c'était hyper important pour lui. C'était un des trucs les plus importants. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a un truc à creuser. Et pourtant, en France, c'est pas hyper connu. Donc, en gros, est-ce que tu peux nous définir peut-être pour commencer, c'est quoi un préparateur mental ? C'est quoi la différence avec un coach ? Et c'est quoi la différence avec un psy ? Parce que finalement, je pense que tout est un peu connecté, quoi, tu vois. Ouais. En plus, tu as bien commencé le podcast, tu m'as envoyé sur des sujets... Ah ouais, c'est ça, on est parti fort. Donc la préparation mentale, c'est le fait d'accompagner un individu. Cet individu, ça peut être un sportif de haut niveau, un sportif de moyen niveau, un sportif amateur, ou quelqu'un qui a envie d'aller accomplir certaines choses, qui a des objectifs, donc ça peut être dans le milieu professionnel aussi. Et cet individu-là, on va l'accompagner à trouver l'équilibre entre la performance et le bien-être, comme je l'avais dit. Et on va l'accompagner à trouver l'équilibre entre la performance et le bien-être via des outils, des clés et des concepts. Ces outils, ces clés, ces concepts, ils peuvent être issus de divers univers, soit de l'univers de la psychologie du sport, soit de l'univers de la préparation mentale, soit l'univers du développement personnel, ou soit des outils qui ont été créés eux-mêmes par le coach, de par son expérience de vie. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas d'outils qui sont issus du développement personnel, de la psychologie du sport ou de la préparation mentale, mais de ce qu'ils ont vécu, eux, dans leur propre vie. Ils vont en tirer des enseignements et pouvoir le faire appliquer à d'autres personnes. Ça, c'est la définition qui est plutôt large. Par rapport à ça, on retrouve l'individu qui est le préparateur mental. Le préparateur mental, aujourd'hui, en France, c'est un métier qui n'est pas protégé. Donc, le boucher du coin peut être préparateur mental. Et idem, le boucher du coin peut ouvrir son organisme de formation. Il y a plusieurs types de formations en France. Il y a des formations en présentiel, il y a des formations en distanciel, il y a des formations qui sont inclus dans le processus universitaire. On peut retrouver des modules de préparation mentale en STAPS, par exemple, ou dans des DU d'optimisation de la performance, etc. Mais aujourd'hui, il n'est pas intégré au registre national des métiers. Au RNCP, il n'y est pas. Ce qui peut amener certaines dérives aussi, d'énormes portes d'entrée pour faire ce métier. Ça, c'est le côté positif parce que ça fait avancer. Mais le côté négatif, c'est que tout le monde peut le faire. Et c'est ce qui a coûté un petit peu à l'image de la préparation mentale, où des personnes qui avaient des pratiques type un peu gourou ont laissé une mauvaise image sur ce métier. Et en fait, cette vision un petit peu
de chaman, tu m'as dit, qu'il y avait dans la préparation mentale. C'est que tout simplement, ces outils qu'on va utiliser, qui sont issus des sciences, des neurosciences, de la préparation mentale, de la psycho du sport, du développement personnel, en fonction du type de préparateur mental que tu es, tu peux soit avoir une vision très terre-à-terre, cartésienne, très scientifique, ou une vision un peu plus énergétique, ésotérique, spirituelle. Et c'est là où, oui, on peut avoir des personnes qui ont une pratique, comme je l'ai dit, un peu plus ésotérique. Et c'est là où, après, ça met une étiquette sur le préparateur mental. Et t'es un peu psy aussi, du coup, quand t'es préparateur mental ou pas? Alors, on n'est pas psychologue. On travaille sur tout l'univers de la psychologie du sport. Par contre, on travaille en collaboration avec des psychologues. Le psychologue, lui, il va avoir un bagage universitaire, académique, et il va surtout traiter tout ce qui va être autour des troubles psychologiques et ce qui va tourner autour des maladies mentales. Chose dans laquelle le préparateur mental ne doit surtout pas aller. Le préparateur mental, par contre, lui, doit être capable de déceler certaines choses pour ensuite envoyer chez le psychologue. Ok, ça c'est important de bien définir, je pense, les termes du sujet dès le démarrage, parce que effectivement, je pense que le piège là-dedans, c'est de se dire le préparateur mental, c'est mon psy ou inversement. Et en fait, je pense que chacun a son domaine d'expertise. Je me pose une question, quand on parle de préparation mentale, pour faire le petit parallèle, tu as la préparation physique générale, donc en gros, tu as ton coach, grosso modo sportif. Est-ce que quand tu te fais la préparation mentale, tu te prépares pour quelque chose forcément? Il y a soit la préparation mentale pour préparer son mental, et même je trouve que c'est très régressif comme terme, juste préparation du mental, parce qu'on fait beaucoup plus que ça. Un événement, ou soit on continue dans sa vie, et c'est pas uniquement quand on va mal, en fait, la préparation mentale. Aujourd'hui, c'est la porte d'entrée de beaucoup d'athlètes. J'ai une problématique, j'ai un frein quelque part, je vais voir un préparateur mental. Mais non, ça peut être très bien dans un but d'optimisation des performances. Préparer son mental, aujourd'hui, on va avoir plusieurs thématiques. On va avoir les thématiques de la gestion des émotions, on va voir la thématique des habiletés de base, donc le goût de la compétition, le goût de l'effort, la motivation, les performances en compétition, la capacité de savoir créer des routines, etc. On va avoir les capacités attentionnelles, concentration, reconcentration, focus. On va aussi tourner autour de l'imagerie mentale. Et tout ça, c'est des thématiques que l'on peut travailler en préparation mentale. Il y a plein de petites sous-catégories, mais souvent, les plus grosses, et dans la perception des gens, un préparateur mental va travailler tout ce qui touche autour des capacités émotionnelles, des capacités attentionnelles, des habiletés de base du sportif, et après aussi la gestion de l'énergie et du corps. Imaginons là, on est en période de Jeux Olympiques, ou même, tu vois, si on prend plus globalement, tu vois, des sportifs de haut niveau. Tu dirais, sur 100%, il y en a combien qui ont un préparateur mental dans leurs équipes, qui sont pros, on va dire? Je vais reprendre alors, je ne sais plus exactement qui c'est qui en avait parlé. Alors, je vais repartir sur les JO de Londres. Alors, les chiffres, je ne les ai plus exactement en tête, donc il faudra m'excuser, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Aux JO de Londres, il y avait un préparateur mental ou un psychologue du sport, ou un psychologue du sport qui a des formés à la préparation mentale, pour chaque sport, ou même dans certaines disciplines, chaque athlète. Donc la délégation est arrivée, je vais dire peut-être, mais avec entre 50 et 100 coachs mentaux. Il ne faut pas s'attacher sur ces chiffres, je ne sais pas s'ils sont vrais, mais c'est pour que vous compreniez. Et la France, au JO de Londres, il y avait entre 1 et 5 référents psychologues du sport qui accompagnaient la délégation. Et même sur ces 5, il y en a qui sont restés en France. Aujourd'hui, ça a quand même évolué. Donc on regarde beaucoup ce qui se fait outre-Atlantique. Moi, j'en ai marre qu'on regarde ce qui se fait outre-Atlantique, le Made in America, le Made in British. On est capable de faire du Made in France. On n'est pas plus con que les autres. On a de très bonnes méthodes. Maintenant, il faut l'appliquer. Il y a aussi une question de budget, une question aussi de vision du sport en France. Par rapport à ça, on a Claude Onesta qui est directeur de la Maison de la Performance et qui a repris le flambeau de l'optimisation de la performance pour les Jeux Olympiques en mettant tout un tas de choses en place. Et donc, ils ont mis une cellule de préparation mentale
auprès des athlètes et auprès des délégations françaises. Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres de combien de préparateurs mentaux ont été mis durant ces JO. Je sais que c'est plus que Londres, c'est plus que Rio, c'est beaucoup plus que Tokyo aussi. C'est énorme. Et on l'a vu durant ces Jeux Olympiques, il y a énormément d'athlètes qui en ont parlé. C'est ouf, Ouais. cette data-là, entre guillemets, parce que là, on a eu les résultats finaux hier, puisqu'on est le lundi juste après la cérémonie de clôture. Et je crois qu'on a explosé notre record de médailles. Ouais. Genre, on est passé de 42 à 65, un truc dans le genre. Donc, c'est lunaire comme augmentation. Donc, probablement que l'optimisation de la performance a joué là-dedans, quoi. Ouais, et puis en fait, il y a deux facteurs par rapport à ça. Il y a le fait que à Tokyo, on ait fait un mauvais résultat de médaille. Ouais. Et le deuxième facteur, c'est qu'il y a eu la pandémie. La pandémie qui s'est répercutée sur Tokyo, des performances dans des stades vides, des athlètes qui se sont entraînés isolés, à l'écart de tout. Et donc, le sujet de la santé mentale a été ultra prédominant durant le Covid, durant la pandémie. Et en fait, ça a fait accélérer aussi le processus de faire accompagner les athlètes. Okay. Et moi qui forme dans une école de préparation mentale, je le vois aussi depuis ces moments-là. On a beaucoup plus de personnes qui veulent se reconvertir, qui veulent se former au métier de la préparation mentale. Ok. Bah justement, peut-être si on peut mettre un peu les pieds dans le plat sur la préparation mentale. Aujourd'hui, j'ai plusieurs questions pour toi. C'est genre, déjà, est-ce que tous les athlètes ont besoin d'un préparateur mental ? C'est la première question. Peut-être que je vais m'arrêter là pour l'instant. Tout individu a besoin dans sa vie d'avoir un espace d'échange. Ouais. Quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, quelle que soit la période de la vie, avec quelqu'un de compétent. Une oreille. Parce que pour faire une petite parenthèse pour les auditeurs, c'est vrai qu'en fait on parle de l'athlète, mais en fait c'est valable dans le business, dans la vie de tous les jours, peu importe le domaine d'activité. Il y a un humain derrière cet athlète aussi. C'est ça, exactement. Et puis en fait dans le système on a aussi cette vision de dire ta santé physique, ta santé mentale, ton business, et en fait tout est un peu interconnecté, quoi, parce que généralement quand tu optimises ta santé physique et mentale, ton business ça va bien et inversement, quoi, donc voilà. C'est avoir cet espace-là d'échange avec quelqu'un. Une sorte de safe place, quoi. Exactement. Et ça, comme tu l'as dit, pour tout le monde. Ça doit être important, moi, une fois dans sa vie, d'avoir cette oreille-là qui est tendue. Et on appelle ça l'expression des émotions. D'accord. De traduire ce qui se passe. Et ça, dans une carrière d'athlète, ce passage-là, pour moi, il est obligatoire. Donc cette oreille-là, ça peut être un préparateur mental. Ça peut être un psychologue. Mais après, s'il n'y a pas ces deux personnes, ça peut être aussi un coach qui est là, un ami, la famille, mais plus important, ça va être aussi de parler. Quand on est avec des athlètes où, en fait, un athlète, c'est extraordinaire. Extraordinaire au sens où sa vie, elle est différente de la nôtre. Donc les athlètes ont une vie qui sort de l'ordinaire, qui est extraordinaire. Et donc le fait d'avoir une vie différente des autres, ça amène un style de vie et ça amène des engagements, ça amène une manière d'appréhender leur quotidien qui va amener à rencontrer plus de difficultés et plus d'aléas. Et donc forcément, il y a le sac à dos qui se remplit et on doit décharger tout ça à quelqu'un parce que les attentes sont énormes. Ok. Hyper intéressant. Et justement, tu vois, quand tu commences à accompagner, ou même quand tu accompagnes des athlètes, quels qu'ils soient, que ce soit en business ou en sport, encore une fois, c'est quoi un peu le process que tu mets en place ? Alors, déjà en termes d'étapes par lesquelles tu dois passer, et aussi en termes de, tu vois, si je fais un petit parallèle, quand je vais à la salle de sport, sur une pratique de bodybuilding classique, on va dire, je sais pas, le lundi, je vais faire les pecs, le mardi, je vais faire le dos, etc. Est-ce que toi, tu as un peu ces process-là, tu vois, où le lundi, tu fais préparation, je sais pas, neuro, mardi, tu fais préparation sur l'attention. Les pecs tout le temps. Voilà, les pecs tout le temps. Même si c'est mental, il faut qu'il fasse les pecs. Il faut faire les pecs tout le temps. Alors, c'est là où tout le monde a c'est là où ça va se différencier, en fait, entre la pratique de certains PM. Moi, j'ai une vision très terrain. J'appelle ça très fonctionnel. Pour moi, je ne fais pas que préparer le mental. Et j'ai une approche qui est très similaire à la science de l'entraînement classique, la science de l'entraînement traditionnelle, où il va y avoir une première phase, c'est une phase de découverte de l'athlète, découverte de l'individu, découverte de qui il est et de pourquoi il vient te voir. Et surtout, il vient te voir avec un bagage. Ensuite, de cette découverte, il va y avoir une évaluation, une phase de testing. Ma phase de testing, elle est multifactorielle. On a un testing psychologique, on a un testing cognitif, on a un gros bilan, un entretien, on va poser plein de questions sur la vie de l'athlète, ses objectifs,
son parcours scolaire, ses liens avec la famille, les amis, c'est etc. ouf. C'est Ok. très divers. Sa nutrition, comment il s'entraîne. Enfin, en fait, je dois essayer de percevoir dans son quotidien tous les petits grains de sable. Et les D'accord. petits grains de sable, ils peuvent venir aussi d'autres univers, de l'entraînement physique, de la nutrition, du sommeil, etc. Ok. Une fois que cette phase de testing il est passée, on va faire un rendu à l'athlète. Donc on appelle ça la confluence des données. Je vais prendre tous les indices. En fait, je suis un inspecteur. Je vais mettre mon petit chapeau d'inspecteur. Je vais prendre plein d'indices. Donc il y a des indices qui vont être rapportés par mes questions. Il y a des indices qui vont être rapportés par l'athlète qui s'auto-évalue avec des questionnaires. Encore une fois, un athlète qui n'est pas conscient sur ce qui se passe dans sa vie, qui n'est pas conscient sur ses émotions, l'auto-évaluation, elle peut être un peu faussée aussi. Ouais. Donc, il faut être très, très lucide sur ça. Mmh. Et après, je vais aussi avoir des évaluations et des testings où là, il va être en mouvement, notamment au niveau cognitif. Tous ces indices-là, je les mets sur la table. Je les mets par rapport au profil de l'athlète, ses objectifs, qui il est. Et ça va me donner, en fait, une périodisation, une programmation où je vais comprendre comment je vais l'amener d'un point A à un point B. Et une fois qu'on a la programmation, ça va être comme du sport tradi. On va périodiser sur des cycles d'entraînement, des microcycles, des mésocycles, des phases d'évaluation, cycles d'entraînement, etc. Ok. Et les phases d'évaluation vont me permettre ensuite d'adapter la charge de travail. Parce que ce que les gens, enfin, j'ai pas envie de dire ce que les gens ne savent pas, mais peut-être que ce qui n'est pas perçu, c'est qu'en entraînement classique, on est tout le temps en train de mesurer sa charge de travail, que ça soit avec des pourcentages, aussi des RPE. Moi, en entraînement mental, c'est pareil. Une introspection, ça a une charge. C'est un stresseur. Ok. Parler à quelqu'un, un préparateur mental qui va te poser des questions sur ta vie, qui va essayer de fouiller, ça va pas te laisser indifférent. Ouais. Ça va te laisser quelque chose. Et ce quelque chose va te coûter de l'énergie émotionnelle, de l'énergie attentionnelle, de l'énergie nerveuse. Donc ça a une charge. Ok. Moi, tous les exercices que je mets en place, je dois mesurer cette charge de travail-là pour être capable de les modifier et de me dire, OK, cet exercice-là, on est au début de la préparation mentale, je mets des exercices de 10% de difficulté, 20% de difficulté, que je vais augmenter petit à petit en fonction de son quotidien, en fonction de son échéance. Et le préparateur mental doit s'intégrer de manière économique, même écologique, dans l'écosystème du sportif. Donc, on doit arriver sur nos petits pieds et prendre moins de place au début que le préparateur physique ou que l'entraînement plus technique. Ok. Donc typiquement, si je résume, quand est-ce que toi tu t'intègres de manière écologique dans le quotidien d'un athlète? Est-ce que c'est genre le matin au réveil, tu lui donnes un exercice à faire et en autonomie? Est-ce que c'est une consultation que tu vas avoir dans la journée? Enfin, comment ça se passe exactement? Là aussi, c'est très différent en fonction des praticiens, des coachs. Ouais. Moi, je suis en constante relation avec les athlètes que j'accompagne. Ok. J'accompagne pas mal d'athlètes qui sont à l'étranger ou qui Ouais. sont pas On va en reparler justement. pas avec moi au quotidien, donc je dois savoir ce qu'ils font. Ouais. Donc en fait, il va y avoir des rendez-vous mensuels. Mhm. Ces rendez-vous mensuels-là, on va maximiser le fait d'être en face à face pour faire du travail pratique. Ok. Mais après, j'ai une ligne téléphonique, une ligne d'échange qui est constamment ouverte Ouais. pour savoir ce qui se passe dans sa vie. Et souvent, je fonctionne par des messages vocaux que j'écoute à un moment de la journée. Et comme ça, quand j'ai la chance de la voir en présentiel, j'ai pas à revenir sur « Ah, mais là, qu'est-ce que tu as ressenti hier ? Ah, mais comment s'est passé ton match ? Ah, comment s'est passé ton entraînement ?» Ok. Je sais tout. Je les éduque aussi à faire ça, ce qui permet aussi d'avoir un espace d'échange et un espace où, dès qu'ils vivent quelque chose, ils peuvent me le traduire. Décharger, ouais. C'est mis sur notre conversation. Et en fait, ça les aide aussi à s'ouvrir. Bon, il y en a qui le font plus facilement. D'accord. D'autres, au début, c'est difficile de parler. Ouais. Et par rapport à ça, oui, il y a des exercices pratiques à faire ou à être en face à face. Ils ont des devoirs, ils ont des choses à lire, ils ont des choses à regarder, ils ont des choses à tester sur eux. Et après, avec des tests, essais, on va mettre en place des outils qu'on va petit à petit intégrer dans leur routine. Et en fonction de ce qu'on veut faire, mais on va intégrer telle ou telle chose pour avoir un résultat. Ok, peut-être pour donner du concret Ouais. Aux auditeurs, est-ce que du coup tu dirais que c'est vraiment du 100% sur mesure en fonction de l'athlète? Ok, ce que je me disais, c'est ça se trouve, tu as une méthodologie que tu vas faire ton test et en fait tu vas appliquer la même méthodologie à tout le monde en fait. Je sais pas, de l'acuité oculaire par exemple, des choses comme ça. Alors que finalement, de ce que je comprends là, en fait, tu vas tester ton athlète
En fonction de ses points forts, points faibles, tu vas déployer une batterie d'outils. En fait, j'ai une vision qui est la même pour tout le monde. Okay. La vision, c'est que moi, je récupère un individu, je le connais pas. Ouais. Je vais lui faire passer des tests pour savoir est-ce que l'individu qui est en face de moi, il est déjà à l'équilibre dans certains domaines ou il est déséquilibré. Exemple, si tu vois, tu as un rugbyman qui est hyper fort en PPG, en préparation physique générale pour les auditeurs, mais qui est nul en vision de jeu, est-ce que tu vas adapter ta préparation mentale en fonction de ça ? Donc par exemple, là, ce rugbyman, il vient. On va dire qu'au niveau émotionnel, ça va très bien dans sa vie. Donc il est équilibré au niveau émotionnel. Par contre, au niveau visuel, au niveau cognitif, il y a un déséquilibre. Donc moi, d'abord, ça va être de tester pour connaître les points forts, les points faibles, etc. Une fois que j'ai trouvé les déséquilibres, je vais rééquilibrer pour trouver la base. Une fois que l'athlète il est équilibré, ça ne s'arrête pas là. Je vais le déséquilibrer. Je vais lui mettre une surcharge de travail, de la difficulté pour créer une adaptation. C'est exactement pareil qu'un entraînement physique où tu as l'athlète qui arrive, il fait déjà, il sait faire le mouvement. Ok, mais on va mettre une charge de travail qui est au-dessus de ce qu'il peut faire, mais on va lui créer un stress physiologique, métabolique, etc. Et le but, c'est d'augmenter la charge toutes les semaines pour qu'il y ait une progressivité. Et ça, c'est la même vision, c'est que les outils que je mets, c'est des stresseurs. Méditer, visualiser, faire un exercice de respiration, définir ses objectifs, etc. C'est un stress. Ça va créer un stress chez l'athlète. Moi, mon travail, c'est de mesurer parfaitement ce stress-là pour que si le stress est trop faible, si l'exercice ne lui fait rien, si c'est comme l'athlète qui va faire sa répétition en musculation, le poids est trop faible, il s'entraîne dans le vide. Si le poids est trop haut, par exemple, je donne une introspection trop difficile à faire et que l'athlète, ça le met en croix, j'ai raté mon job. Par contre, si j'amène à ce qu'il y ait une adaptation et que j'en tire quelque chose derrière, il y aura une progression. Donc ça, c'est ma vision qui est exactement la même qu'en entraînement physique. On est au déséquilibre, on retrouve l'équilibre et on déséquilibre. C'est homéostasie, homéorésie, hormèse. Ensuite, le processus, il est toujours le même dans tous mes accompagnements. Le processus de bilan et de testing et ensuite de périodisation. Le moule, dans quoi je les amène, l'aventure qu'ils vont vivre, c'est la même. Par contre, ce qui est à l'intérieur, c'est de l'artisanat. Chaque athlète a une programmation différente. C'est vraiment du sur mesure. Est-ce que tu peux nous partager justement des cas d'usage que tu as utilisés sur le terrain ? Je crois que tu as accompagné par exemple des pilotes de Formule 1, si je dis pas de bêtises. Pas Formule 1. Pas encore. Pas encore. C'est ça. Mais d'ailleurs, la Formule 1, c'est souvent une porte d'entrée pour le grand public au niveau de la préparation mentale parce qu'on voit des athlètes visualiser ou des athlètes faire du travail avec des balles de tennis, etc. Donc aux yeux du grand public, ils se disent qu'est-ce que c'est ? C'est ouf. Et donc oui, j'accompagne un pilote qui est pilote sur on appelle ça des voitures de tourisme, donc c'est catégorie Porsche. Et en fait, la phase où tu récoltes des indices en fonction des sports et en fonction de l'individu, elle est tellement différente. Le contexte de pratique est tellement différent. Le milieu de pratique est tellement différent. Il y a tellement de choses à comprendre, de choses à anticiper. En fait, c'est tout le temps une aventure qui est nouvelle. C'est ça qui est top en préparation mentale parce qu'en fait, moi, je fais ça pour vivre des émotions. Je trouve que c'est un métier qui nous apporte énormément d'émotions. Tu rencontres un nouvel individu, c'est une émotion. Il arrive avec un bagage, tu l'écoutes, tu vis une émotion. Tu vas vivre avec lui des compétitions, des victoires et des défaites. C'est que des émotions. Et c'est ça qui amène en fait une pratique de mon métier qui est totalement différente en fonction des individus. Et pour revenir à quelque chose de plus pratique par rapport à ta question sur les outils, une journée d'un athlète va être différente que ça soit un gamer, que ça soit un pilote, que ça soit un footballeur. Ça, la journée, c'est quelque chose qui est inchangé pour moi en fait. Moi, je vais pas changer l'heure à laquelle il va rentrer sur le terrain ou l'heure à laquelle il va faire sa course. Ou sa game. Ou sa game, exactement. Par contre, moi, mon job, ça va être d'intégrer des outils dans sa routine pour qu'il performe. Et en fonction de l'athlète et de l'individu et du sport, c'est ces outils-là qui vont grandement changer. Et en fonction aussi de ce que j'ai vu dans mes évaluations. Par exemple, il y a des athlètes qui vont avoir besoin de se relaxer énormément avec une compétition. D'autres, au contraire, ils sont trop relâchés, pas assez éveillés, donc je vais devoir les activer. Il y en a qui vont être
très stressés avant une compétition. Il y en a qui vont vomir avant des compétitions. Il y en a qui vont mal gérer leurs émotions. Enfin, c'est très, très varié. Le but, c'est d'adapter tout ça au milieu de la compétition, mais aussi dans la vie hors du sport et dans la vie durant les entraînements. Ok, donc si je comprends bien, en fait, tu as deux axes de réflexion. Tu as un axe en fonction du sport. Par exemple, je sais pas, un gamer, parce que tu fais de la préparation pour les e-sportifs, du coup. Un gamer, il va avoir besoin d'avoir d'être vif au niveau des yeux, de ce que je comprends. Donc, tu vas travailler là-dessus. Donc, un axe en fonction du sport et un axe en fonction de l'individu, de sa résistance au stress, de comment est-ce qu'il réagit en amont d'une compétition. Pour faire simple, je vais sur les deux grosses catégories. Il y a les capacités émotionnelles. D'accord. Donc, la gestion, ça va être la lucidité de soi, sa capacité à percevoir ses émotions, être lucide sur ses émotions, la capacité aussi à faire de l'expression des émotions, donc parler de ce qu'on ressent, la capacité à différencier les différents degrés d'émotions que l'on ressent, parce qu'entre la colère et la rage, c'est pas le même degré. C'est ce qui va être lié à l'anxiété, c'est ce qui va être lié aussi à tout ce qui est le stress. Donc ça, c'est une grosse base de travail. Capacité émotionnelle, et après, il y a les capacités attentionnelles. Donc dans les capacités attentionnelles, c'est tout ce qui va être lié à la concentration, à la reconcentration et au focus. Et les capacités attentionnelles, c'est là où on retrouve la spécialité dans laquelle j'interviens, c'est l'entraînement cognitif. Ok. Parce que tu vois, typiquement, si je prends un exemple, je crois qu'il y avait un reportage qui a été fait sur Matt Fraser, multiple champion du monde de CrossFit. Et en fait, il disait qu'il était extrêmement sujet au stress avant les WOD, du coup, l'entraînement du jour, Workout of the Day. Et il disait que même ça lui arrivait de vomir justement avant les compétitions. Donc là, par exemple, sur lui, ça serait plutôt un travail de comment est-ce que je diminue l'anxiété avant le WOD, par exemple. En gros, moi, ce que je regarde, c'est depuis l'endormissement, même avant l'endormissement, parce que le but, ça va être pour moi, le travail chez l'athlète ne commence pas dès qu'il se lève jusqu'au moment de la compétition, ça commence la veille au soir et même avant. Si j'arrive à trouver des outils pour favoriser l'endormissement, le lendemain, parce que le sommeil est un facteur ultra important, j'ai plus de chances aussi, entre guillemets, de performance. Mais ça va être de comprendre comment je vais pouvoir amener l'athlète avec la meilleure énergie attentionnelle et la meilleure faculté de gestion des émotions au moment de performance. Qu'est-ce qu'il va faire dans son quotidien qui va perdre de l'énergie ou qui peut être soumis à des émotions qui sont soit très positives ou négatives. En fait, je cherche tout le temps ce qui va coûter de l'énergie à l'athlète. Un fou rire avec quelqu'un, un stress parce que tu dois rentrer sur un plateau d'haltéro par exemple, ou sur le terrain, ou jouer aux cartes trop longtemps avec les coéquipiers dans le bus, tout ça, ça va faire réduire notre capacité d'attention. Et donc, toutes les émotions qui sont soit positives ou soit très négatives, un fou rire ou soit une tristesse, tout ça, ça va faire baisser aussi notre capacité attentionnelle. Et donc, moi, mon job, c'est comme si j'ai une grosse batterie. Et cette batterie-là, je dois la maintenir le plus possible remplie jusqu'au moment de pratique. Et pour la laisser la plus remplie possible, mais je vais utiliser des outils. Forcément, l'athlète, il y a des impondérables dans sa journée. Il doit soit signer des autographes, il doit soit faire face au public. Tu peux pas prendre un athlète le matin, le transporter, qui dorme et qui se réveille juste à sa pratique. Il doit vivre sa journée. Donc forcément, son énergie, elle baisse petit à petit. C'est normal. En plus, souvent, les matchs sont le soir. Moi, mon job, ça va être de trouver des outils pour qu'il soit capable de se relaxer à certains moments, qu'il soit capable de s'activer à certains moments, trouver des exercices pour qu'il ait une meilleure capacité attentionnelle, sachant que les capacités attentionnelles aujourd'hui, elles sont très réduites chez nous à cause des nombreuses distractions qu'on a de plus dans notre quotidien. Et donc le but, moi, c'est d'optimiser tout ça. Travaille autour des capacités émotionnelles et attentionnelles. Et je travaille autour des capacités attentionnelles via l'entraînement cognitif. Pour faire simple, l'entraînement cognitif, on va travailler autour de 4 grands domaines: les facultés de mémorisation, les facultés d'attention, les facultés de prise de décision. Donc la prise de décision, c'est par où rentre l'information, liée au système visuel, système vestibulaire, système auditif, proprioceptif. Combien de temps je mets à faire une réponse motrice, input, output. Et après l'inhibition, la capacité à gérer des distractions.
Ok. Et donc, via un entraînement, on appelle ça l'entraînement du cerveau, pour vulgariser, je vais pouvoir amener un athlète à avoir de meilleures capacités attentionnelles. Ok. Je me suis toujours demandé, tu vois, genre quand je regarde, je prends souvent des exemples de CrossFit du coup parce que c'est ce que je connais le mieux. Tu vois, hier c'était la finale des championnats du monde de CrossFit, donc les Games. Tu vois Tia Claire Toomey, pareil, 7 fois championne du monde de CrossFit. Elle a une capacité à switcher du mode je fais des câlins à tout le monde, je suis hyper sympa, à je suis une brutasse, et tu vois dans ses yeux qu'elle a la violence qui n'est nécessaire au CrossFit. Comment tu fais pour switcher d'un mode à l'autre aussi rapidement et aussi violemment? Genre, est-ce que c'est un truc un peu inné finalement, ou est-ce que tu as des exercices pour t'entraîner à ça? En fait, ça peut être inné, mais quoi qu'il arrive, ça va coûter de l'énergie de faire ça. D'accord. Ça va coûter de l'énergie parce qu'ils sont dans des environnements extrêmement effervescents, très sensoriels. Ouais. Donc déjà, tout cet environnement te coûte un peu d'énergie. En fait, ça va être un peu la guéguerre à celui qui arrive au moment présent, au début de la compétition, avec la plus grosse capacité attentionnelle, la meilleure capacité émotionnelle. Ok. Et en fait, souvent, on se rend compte que les erreurs que font les athlètes, c'est tout ce qui se passe dans le avant. Ok. Ne pas prendre soin de soi avant, ne pas avoir une bonne routine, ne pas bien gérer les événements qui se passent autour de la journée et laisser se dissiper énormément d'énergie. Ouais. Que ça soit mal gérer ses émotions ou stresser avant un événement, par exemple, va te coûter de l'énergie. Ou, comme je l'ai dit, tu as parlé pendant 30 minutes avec quelqu'un, etc., tu as laissé de l'énergie. Qui fait que celui qui arrive avec la meilleure capacité, le plus de capacité, je vais appeler ça la meilleure capacité d'endurance attentionnelle, va être capable d'avoir des skills plus élevés que celui qui est à côté, par exemple. D'accord. Et la capacité de switcher, c'est un skill. Mais il faut avoir l'énergie pour switcher. Ok. Ce qui se passe, c'est que souvent, ils arrivent, ils sont déjà... les émotions sont déjà tellement hautes, ils n'ont pas les outils pour les gérer, et ils arrivent déjà un peu à plat, et donc ils n'ont pas la capacité de pouvoir switcher, quoi. Ok. En général, on vient de voir pourquoi comme demande en fait. Est-ce que c'est un athlète qui est en sous-performance depuis quelques temps? Est-ce que c'est parce qu'au contraire, ils veulent optimiser leur niveau de performance? Est-ce qu'ils ont des problèmes d'attention qui sont déclenchés d'un jour à l'autre? Enfin, c'est quoi le scénario général? Sur les capacités attentionnelles, c'est je sens que j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à rentrer dans mon match, Ok. j'ai des petits trous lors de mon match, ou tout simplement dans le quotidien quand le coach fait son speech, etc., je suis un peu ailleurs. Ouais. Au niveau émotionnel, ça peut être, j'en ai parlé, le vomissement avant le match, être très stressé, être très anxieux, avoir des pensées parasites tout le temps, des pensées négatives constantes, des pensées limitantes. Ouais. Après, les clichés un petit peu qui vont parler aux auditeurs, c'est je performe uniquement à l'entraînement, j'arrive pas à performer Ça on le voit souvent. en match. Ensuite, ça peut être tous les problèmes liés à l'extra sportif. Okay. On va avoir aussi beaucoup chez les jeunes un projet sportif et l'atteinte d'un haut niveau. Okay. On va avoir aussi tout ce qui est problématique familiale, parentale. On peut avoir chez les personnes un peu plus âgées le côté de travailler autour de la retraite, de la fin de carrière. Ouais. Après, il y en a, c'est juste parce qu'ils ont envie de découvrir. Il y en a, c'est parce qu'ils sentent que l'adversaire le fait. Et donc, pour être au niveau de l'adversaire, c'est aussi un outil qui peut avoir de manière supplémentaire. Après, il y a tous ceux qui ont des attraits envers le travail d'imagerie mentale, le travail de méditation, par exemple. Ouais. Il y a des sports qui sont beaucoup plus ouverts à la préparation mentale. Les sports indiv, certains sports de combat. Ça a eu du mal à venir dans les sports collectifs, notamment par exemple le rugby, parce que c'était un peu un aveu de faiblesse. Ouais. Et pourtant, c'est Claude Onesta qui est... donc, pour ceux qui ne savent pas, vous tapez Claude Onesta handball, vous allez comprendre. C'est ouf que c'est celui qui soit responsable du coup de la performance sportive des JO, quoi. Ouais. Et pour l'avoir écouté en conférence, du coup, c'est vrai que c'est quelqu'un qui parle très simplement et efficacement de la performance, et c'est assez ouf. Ouais, c'est ça en fait. Pour beaucoup, de toute façon, la préparation mentale, ça paraît abstrait. Ouais. Pour beaucoup, c'est être face à face dans un bureau, limite face à quelqu'un qui a une blouse blanche. Ouais. Et peut-être que certains entretiennent cette image-là parce que c'est leur méthode de pratique. Okay. Comme j'ai dit encore une fois,
le métier n'est pas encore assez réglementé. Ouais. Il faut travailler dessus. Je travaille dessus, c'est important. Et donc, tout le monde peut avoir une vision différente. Mais la préparation mentale, c'est un entraînement. C'est très pratique. On est tout le temps sur le terrain. On est tout le temps à échanger avec l'athlète. C'est ouf. On peut prendre des outils qui viennent de différents univers. C'est ça qui est hyper intéressant. On peut soit aller taper dans du développement personnel américain très classique, ou alors aller explorer les méandres des neurosciences, par exemple. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant parce que pour moi, on a de ce qu'il y a de plus précieux chez l'athlète, on a son cerveau entre les mains. Mhm. Il faut surtout pas jouer au gourou ou au petit chimiste. Ouais. Donc on doit avoir une éthique, une déontologie. Mais Hop, je vous arrête une seconde. Cet épisode vous est rendu possible par Système Diète. Tu as l'impression que toutes les informations sur la nutrition se contredisent. Tu as testé déjà plein de diètes, de keto, paléo, jeûne, etc. Mais rien n'a fonctionné comme tu le voulais. Tu penses qu'il faut choisir entre profiter de la vie ou avoir un corps qui te plaît. Et tu te dis probablement que pour atteindre ton objectif, tu dois soit te priver, soit te frustrer, ou au contraire manger énormément. Laisse-moi te dire que c'est faux. Le problème, c'est pas toi, c'est simplement le système que tu as mis en place. C'est exactement pour ça qu'on a créé Système Diète. Système Diète, c'est un accompagnement sur mesure qui te permet de créer ton propre système de manière 100% personnalisée. C'est absolument pas une diète de plus, c'est plutôt une approche qui s'adapte à ton rythme, à tes ambitions, à tes objectifs et tes contraintes. On n'a pas de recette miracle, pas de régime rigide. L'idée, c'est de t'aider à optimiser ta nutrition, ton sommeil, ton énergie, ton équilibre mental, hormonal, etc. Le lien est dans la description juste en dessous. J'ai hâte de t'accompagner vers la meilleure diète et surtout la dernière diète de ta vie. Et maintenant, on retourne à l'épisode. Et généralement, déjà, et je me rends compte que certaines fois, 80% du travail, c'est juste être là pour l'athlète, lui donner de l'amour, de lui donner de la motivation, de sentir qu'il a quelqu'un derrière lui, outre que ses parents, ses coéquipiers et son entraîneur qui croient en lui, lui offrir un espace d'échange, et certaines fois sans outils, sans se prendre la tête, etc., sur périodiser, mesurer, etc., des datas, juste être présent pour l'individu. Des fois, c'est 80% de la réussite. Et certains préparateurs mentaux, c'est uniquement ça. C'est uniquement de la présence, de l'échange. Il y a certains préparateurs mentaux qui ont une grosse expérience dans un domaine, ont été dans les forces spéciales, ont fait des choses incroyables, ont été même sportifs de très haut niveau. Ça, c'est une expérience que moi, je ne pourrais jamais avoir ou acheter dans une formation. Et eux pratiquent ce métier comme ça. Et c'est top. Mais c'est leur manière de faire. Moi, je suis très pratique, assez terre à terre. C'est un entraînement qui est très fonctionnel où j'ai une vision où tout ce que je mets en place, pour moi, a une charge, a un effet, et je dois mesurer ce que ça a fait chez l'athlète. Donc, j'ai des mesures. En entraînement physique, on a le RPE. Moi, j'ai le RME, Rating Mental Effort, le RMF, Rating Mental Fatigue. Tout ce que je mets en place, je dois être capable de le mesurer pour être capable petit à petit de faire une programmation et qu'un entraînement, ou avoir un nombre de répétitions d'entraînement mental, de la récupération, etc. Et ça parle bien à l'athlète parce qu'il a déjà vu ça dans l'entraînement tradi. Ok. J'ai deux questions pour toi. La première, c'est, imaginons là, du coup, on en parlait un peu en off avant le podcast. Là, j'ai un nouvel objectif qui est de me qualifier à une grosse compétition sportive en CrossFit. C'est quoi les bénéfices que je pourrais attendre d'une préparation mentale, tu vois ? En gros, qu'est-ce que ça va m'apporter concrètement ? Déjà, ça va t'apporter énormément de choses sur ta conscience. La conscience, ça va être divisé en deux parties, la conscience émotionnelle et la conscience aussi corporelle. C'est important, moi, une fois dans une vie, de faire face à certaines questions et de mettre un peu le nez dedans, parce qu'on a des vies qui sont aussi frénétiques, et c'est important de pouvoir... comme je dis, c'est un peu mettre le nez des fois un peu dans son caca, mais c'est important de faire ça. C'est pas parce qu'on est encore jeune qu'on ne doit pas y avoir droit. Donc ça t'a amené une plus grande connaissance de toi, plus grande lucidité, que ça soit sur l'athlète, mais aussi l'homme qu'il y a derrière. Ça déjà, c'est la première phase. Par rapport à ça, ce qui va être hyper intéressant, c'est de pouvoir se tester aussi. Parce que en préparation mentale, il y a des tests, comme en entraînement physique. C'est hyper intéressant de se tester en entraînement physique, savoir sa VMA, sa détente, ses max sur certains mouvements, sa mobilité. C'est top de savoir ça.
quand on est passionné par le sport. Ouais. Et bien en entraînement mental, c'est pareil, en préparation mentale, c'est pareil. Il y a des évaluations, il y a des questionnaires psychologiques de profil, des questionnaires profil psychologique pour sportifs, Ok. qui sont très bien faits, où tu vas pouvoir avoir des mesures sur tes capacités attentionnelles, sur ta gestion du stress, sur comment tu t'arrives à te concentrer, ton goût de l'effort, sur diverses catégories, il y en a plein. Donc ça déjà, ça va t'amener aussi encore plus de conscience de toi parce que ça va permettre de faire un point situationnel. Ok. Et après, ça va être sur 3 principes qui pour moi vont être clés. On doit tous développer nos capacités attentionnelles. Ouais. On doit tous développer nos capacités émotionnelles. Et on doit tous développer notre personnalité. Et donc ces 3 piliers-là vont t'amener des bénéfices dans ta vie quotidienne et aussi dans ton sport. Est-ce que justement tu pourrais partager aux auditeurs peut-être un process ou peut-être une méthode que tu recommanderais à tout le monde d'implémenter, peut-être des outils que tu recommanderais à tout le monde d'implémenter, tu vois, sur ces 3 gros sujets-là? On peut parler des outils de base pour... en gros, quand l'individu il vient, je ne sais pas du tout s'il est conscient de ce qui se passe ou pas. Ok. Lui, il vient avec une problématique, ou alors même des fois, il n'a pas envie de venir et on le fait venir. Ouais. Et donc, je ne sais pas du tout s'il est conscient de sa problématique, s'il est conscient du chemin à parcourir pour aller jusqu'à ses objectifs. Et du coup, pour savoir ça, il faut que je comprenne si la personne en face de moi, elle est lucide. Comme je t'ai dit, pour moi, il y a 2 types de lucidité, 2 types de conscience. Il y a de conscience de ses émotions, donc être capable de savoir ce que je ressens, mettre des mots dessus, et de savoir aussi les traduire à quelqu'un. Ça, on en parle beaucoup en santé mentale, de la gestion des émotions, mais il y a la conscience aussi corporelle. Il y a des personnes qui vont être très proches de leurs émotions, qui vont savoir ce qu'ils ressentent tout le temps, qui peut aller même vers de l'hypersensibilité. Mais par contre, dans leur conscience corporelle, ils mettent pas un pied devant l'autre. Ils sont pas coordonnés. Ouais. Ils n'ont pas d'équilibre. Ça, c'est ouf. Hein. On le voit notamment en salle de Exactement. CrossFit, c'est incroyable. Genre, je vois les premières séances des personnes en général qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Ils sont pas latéralisés, donc tu leur dis mets les hanches en avant. Ouais. Et genre, ils mettent tout leur corps en avant et c'est terrible, quoi. Et... Ils lèvent le bras droit, ils lèvent le bras gauche. Enfin, tu sais, il n'y a pas de. Et ça, c'est hyper important parce qu'après, moi, si j'ai quelqu'un de pas conscient qui est sur les 2 côtés, toutes les évaluations que je vais faire passer, elles vont être faussées. Ok. Donc, les 2 premiers principes, ça va être la conscience émotionnelle. On la développe sur 2 parties. Faire des auto-évaluations. Ça, c'est hyper intéressant via des questionnaires. Et après, le deuxième outil qui est assez connu, c'est la méditation. Ok. La méditation, pour moi, c'est un des exercices le plus difficiles que l'on peut rencontrer dans sa vie. C'est la capacité à mettre ses fesses dans une chaise et explorer ce qui se passe au fond de soi. Et ça, il y a beaucoup de personnes pour qui c'est difficile. Et la capacité à se poser et explorer ce que l'on ressent, ça va nous mettre aussi face à certaines choses. La méditation est liée aussi à notre capacité attentionnelle. Méditer, il y a plusieurs manières de le faire. Aujourd'hui, en préparation mentale, on va parler de méditation mindfulness, méditation du moment présent. C'est la capacité à se concentrer sur le moment présent. Donc le moment présent, ça peut être une voix que l'on écoute, une voix qui va nous guider, ou alors une voix qui nous guide sur une partie de notre corps. Okay. Le but, c'est qu'on est tout le temps face à nos pensées. On est dans des quotidiens qui sont de plus en plus effervescents, de plus en plus stimulants. À la base, nous, êtres humains, dans notre patrimoine génétique de chasseurs-cueilleurs, on n'est pas fait pour avoir autant de stimulation. Donc, notre corps, dans notre ADN et notre patrimoine génétique, de base, il ne sait pas répondre à autant de stimulation. Ouais. Donc ça va l'affecter. Il va perdre en capacité attentionnelle. Et du coup, la méditation, ça va être la capacité d'avoir des pensées qui vont arriver, qui vont être peut-être souvent négatives, et de laisser passer ces pensées, de ne pas y prêter attention. Et en gros, c'est comme un petit nuage qui va passer. Le petit nuage, c'est la pensée qui passe devant notre tête. Et au moment que la pensée éclose, que ça soit une pensée sur, qu'est-ce que je mange ce soir, ma liste de courses, je vais trouver un stratagème pour dévier mon attention sur le moment présent. Et ça... au niveau des neurosciences, il y a énormément d'études sur ça. On va appeler musculation du cerveau. Ça muscle déjà notre attention, mais aussi au niveau émotionnel, c'est hyper intéressant. Parce que quand on va s'asseoir et
c'est aussi un processus d'introspection, regarder ce qu'on a un peu au fond de son ventre. Mais on va faire face à certaines choses, certaines émotions, certaines humeurs. Et ça nous rend déjà plus conscients sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on est capable de faire. Donc la méditation, c'est pas du tout quelque chose de gourou. La méditation, c'est un véritable entraînement. Et là, dans ma vision aussi de surcharge progressive comme un entraîneur en préparation physique, let's go, la méditation, il n'y a pas de limite. Quand tu es capable de savoir méditer chez toi, dans ton coussin avec de l'encens et ta petite musique, passe un step supérieur. Médite sans cette musique, sans ce guide, et médite avec du bruit. Rajoute des stimulations parce que ton quotidien de compétition, il va être fait comme ça. Dans le vestiaire, il y a du bruit, il y a de l'effervescence. Sur le floor, en crossfit, il y a du bruit, il y a de l'effervescence, il y a des parasites auditifs, visuels. Au fur et à mesure, médite dans l'inconfort. Et c'est exactement ça. Rajoute le stress de l'inconfort. Une fois que tu es capable de passer outre, tu vas t'adapter et tu vas être plus résilient dans le moment présent quand il y aura tout ce contexte-là, quoi. Tu médites, toi ? Je médite, ouais. Alors moi, j'ai beaucoup médité au début Alors, je suis pas un exemple de méditation, mais j'ai beaucoup médité au début dans mon chemin de perfectionnement en préparation mentale. Beaucoup avec des applications, donc 2 applications, Headspace et Petit Bambou. Et ensuite, en fait, j'ai réussi à comprendre le contexte et le cadre de la méditation dont j'avais besoin et trouver un moment pour moi qui me permet d'être en méditation sans cet attirail qui est bénéfique au début. Par exemple, j'arrive à méditer souvent sous la douche. Et même aussi, méditer, c'est une forme de méditation en courant et dans l'entraînement. Parce que dans l'entraînement, tout ce contexte physiologique me permet d'être connecté aussi à moi-même. Ouais, moi, je trouve que la méditation, c'est vraiment l'habitude la plus difficile à garder. C'est vraiment dur. C'est super dur. J'ai médité pendant 1 an, jour pour jour, sans m'arrêter, mais pas beaucoup, genre entre 5 et 10 minutes par jour. Donc c'était 10 minutes. Des fois, c'était plutôt 1 minute, tu vois, en rentrant de soirée. Je faisais tous les jours la méditation. Mais je trouve que maintenant, je le déploie plus quand j'en ai besoin, quand je sens que j'en ai besoin. Mais souvent, c'est un peu trop tard, tu vois. Par contre, ce que je note, c'est que j'écris, par exemple, tous les jours. Et ça me semble être une forme de méditation. Le sport aussi, la marche aussi, tu vois. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est tous ces process-là, parce que certaines fois, on voit que ça met mal à l'aise, en fait, de se dire... c'est une activité, je me mets à méditer. Je me mets dans l'action de... moi, quand il y a des personnes qui perdent un petit peu le goût à ça, parce que c'est pas l'activité la plus stimulante non plus, on va pas se cacher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour prendre soin de toi. Et se prendre soin de soi, ça va être un moment où dans ta journée frénétique, tu vas couper un petit peu, et que ça soit de la lecture, que ça soit de la marche en conscience, que ça soit même prendre le temps de te faire à manger, des choses comme ça. Ça peut être des actes aussi qui sont totalement méditatifs. Là, du coup, on a parlé de mettre en place un outil comme la méditation pour augmenter ta capacité d'attention. Est-ce que, à l'inverse, tu demandes à tes athlètes, par exemple, de réduire leur consommation de réseaux sociaux, par exemple, ou des choses comme ça ? Ouais. Là, on est dans l'optimisation. En fait, avant de trouver des outils d'optimisation, il faut que je dépollue le quotidien de l'athlète. Et donc, les pollueurs, ils sont extrêmement présents aujourd'hui dans nos milieux plus ou moins urbains, ça dépend où habitent les athlètes. Mais le but, ça va être déjà, avant d'optimiser, de mettre des outils très pratiques. Déjà, je suis sûr qu'en dépolluant, on peut optimiser sans mettre des outils. Et donc, la dépollution, ça va être la recherche de tout ce qui va être aussi au niveau des perturbateurs endocriniens, au niveau des perturbateurs, au niveau des perturbations, des perturbations attentionnelles, pardon, je ne trouvais pas mes mots, qui vont être les notifications, qui vont être les réseaux sociaux. Au niveau des perturbateurs, on va avoir la lumière, on va avoir la malnutrition, on va avoir l'hydratation. C'est tout ce qui tourne autour des perturbateurs endocriniens. Mais le but, c'est de dépolluer. Et déjà, honnêtement, au niveau attentionnel et même au niveau émotionnel, même surtout au niveau de la nourriture, au niveau émotionnel très lié, quand on dépollue, il y a un effet qui est énorme. Et juste pour bien être sûr, quand tu dis dépolluer, on parle de combien de consommation, je sais pas, de réseaux sociaux par jour ? 0 ? Alors... Parce que si c'est 0, c'est chaud. C'est pas 0, en fait. Ça va être déjà de conscientiser.
Ouais. Et puis, je suis pas trop drastique sur ça, mais moi, la règle, c'est que les réseaux sociaux, l'écran est coupé, allez, 1 heure avant d'aller au lit. Ok. Il y a deux choses dans les réseaux sociaux, c'est le système de récompense. Ouais. Tout le monde est au courant maintenant de ça. Ouais. Après, il y a la lumière que va générer le téléphone. Ouais. Il y a la lumière bleue. Et donc ça va perturber aussi le rythme circadien pour l'endormissement. Ok. Et en fait, moi, ce que je vais mettre en place comme protocole, c'est je veux pas que tu fasses plus de choses, mais c'est faire les choses avec, entre guillemets, performance. Par exemple, j'ai beaucoup travaillé avec des gamers où j'avais leurs parents ou même des jeunes qui disaient « Mais vous pouvez pas faire quelque chose pour qu'il arrête de jouer aux jeux vidéo, vous pouvez pas faire ci. » Je dis « Mais moi, qui joue aux jeux vidéo ? Le jeu vidéo, pour le développement cognitif, c'est incroyable. » Ok. On est sur des fois des jeux avec des systèmes très complexes, de la communication en même temps, de la prise de décision, de l'interaction. Enfin, c'est incroyable. Par contre, au lieu de jouer 4 heures d'affilée où au bout de 45 minutes, il n'y a plus d'efficience, on va mettre des blocs où quand je vais faire cette pratique-là, j'y vais en conscience et j'y vais à fond, j'y vais en performance. Ok. Mais par contre, je me l'enlève pas. Ok. Ça va être exactement pareil sur les réseaux sociaux. Déjà, il y a un arc réflexe qu'on va retrouver. C'est si dans ta journée, tu as souvent ce réflexe qui est, sans penser, de vouloir mettre la main dans ta poche ou de le toucher, Ouais. c'est qu'on a déjà atteint un stade. Ouais, ok, d'accord. Donc, il y a des moyens très simples qui vont être les bloqueurs d'applications. Ouais. Opal, par exemple. Opal. Des boîtes aussi où tu vas ranger ton téléphone. Ouais. Ça peut marcher. Et après, ça va être de se créer des plages aussi. Putain, c'est ouf. Bien sûr, tout le monde ne fait pas tout ça. Pour certains, c'est plus difficile que d'autres. Mais le travail autour des réseaux sociaux, c'est important. J'aime bien aussi que mes athlètes consomment une eau de qualité, qui n'est pas polluée, donc de filtrer l'eau, d'éviter de boire l'eau du robinet, de porter des lunettes aussi de qualité pour filtrer la lumière bleue quand le soleil s'est couché. Ok. Parce que la lumière bleue, on en a besoin en journée. Ok. Mais quand le soleil se couche, il faut porter des lunettes anti-lumière bleue, mais de qualité, parce que la plupart des chaînes d'optique, c'est caca, Ah, ok. c'est du bullshit. T'as peut-être des références de lunettes à communiquer? Ouais, il y a Loïs Kedoshim, qui est un Suisse, qui lui, alors j'adore parce que c'est vraiment de manière artisanale, il éduque sur ces sujets-là. Et ces lunettes sont vraiment tip-top. En plus, il les envoie avec soin, super bien présentées, et elles sont franchement assez abordables. Ok. Après, il y a... J'avais déjà entendu parler des lunettes Horus, là, tu sais, Voilà. des gamers, genre... je confonds... pas Horus. Horus, je les avais eus, mais c'est Raoptic. Ouais. Raoptic, voilà, c'était égyptien aussi. Voilà. Raoptic, qui est une marque américaine. Ok. Donc celles-ci, elles sont plus chères. Et ça, c'est les deux que je peux recommander. De toute façon, sur YouTube, il y a énormément de personnes qui sont à fond dans le biohacking, qui vont tester ces lunettes-là avec des spectromètres. Et la plupart des lunettes ne coupent pas le rayon bleu. Putain, c'est incroyable. Et ces lunettes-là, c'est game changer. Hein. Ah ouais? Moi, quand je les mets, j'arrive même pas à enchaîner quand je lis. Alors, je les mets une fois que le soleil se couche. Je peux regarder la télé avec. Et quand je vais lire, mais je sens, je baille. Et en fait, le fait de ne pas avoir de lumière bleue qui va indiquer à mon cerveau, il fait encore jour, on ne sécrète pas la mélatonine, ça marche très bien. C'est un peu un outil que j'appelle gadget, et donc les athlètes adorent ça. C'est le style, et puis c'est pas abstrait pour eux. Ils mettent vraiment quelque chose. Ouais. C'est comme filtrer leur eau aussi. Une fois qu'on leur explique, ils aiment faire cette action-là. Après, au niveau des perturbateurs endocriniens, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête, parce que sinon on ne vit plus. Certains, s'ils veulent pousser ça, on va travailler aussi autour des textiles qu'ils vont mettre. Je suis un peu plus exigeant quand je travaille avec les femmes au niveau des perturbateurs endocriniens, notamment autour de la contraception, etc. Parce que ça peut aussi changer beaucoup de choses. Ok. Mais c'est toute cette dépollution. Mais la dépollution, elle peut être aussi au niveau des fréquentations. Une relation avec quelqu'un qui est mauvaise, etc. Donc c'est tout ce côté-là, on va dépolluer, et après, on va pouvoir mettre des outils, construire une routine, méditer, faire de l'imagerie mentale, faire de l'entraînement cognitif, faire de l'entraînement oculaire, etc. Mais la base pour moi, c'est se tester, et ensuite déjà un peu dépolluer pour optimiser, et après s'entraîner. Et on va réévaluer pour voir si on a progressé sur l'entraînement qu'on a mis en place.
Est-ce que tu peux, c'est hyper intéressant et très concret pour le coup, si tu as d'autres hacks, entre guillemets, comme ça, je suis très très chaud d'en parler. J'avais une question qui m'était venue, c'était est-ce que tu peux nous parler d'un cas complexe que tu as eu à accompagner? Sauf si rien n'est complexe et que tu es trop fort. C'est aussi possible. Non, je peux parler d'une expérience qui m'est arrivée. Oui, c'était un cas complexe. C'était en avril, donc j'accompagnais un pilote sur une course. Ouais. Donc c'était le pilote que j'accompagne. Les courses sont un petit peu partout en Europe. Là, c'était la Manche qui était en France, au circuit Paul Ricard. Faut savoir que les courses de Porsche Carrera, c'est 2 courses par week-end. C'est 30 minutes, donc c'est extrêmement court. C'est très agressif comme style de conduite. Les voitures peuvent se toucher, se percuter un petit peu. On peut même faire des appels de phare, même les clinos. Vraiment, il y a beaucoup d'action. Et il était chez lui, à 1h30 de chez lui en plus, parce qu'il est du sud. Paul Ricard, c'est pas très loin de Marseille. Donc toute sa famille, les grands-parents, la copine, les parents. Et donc là, on prépare tout. On a déjà préparé à l'avance la compétition, on a tout optimisé. Et des fois, je suis un peu un extrémiste de l'optimisation. Tout était bien cadré. Et au départ de la course, il fait de très bonnes qualifications. Il est deuxième. Et lorsqu'il s'élance au bout du premier virage, il se fait percuter par un adversaire. Et il part en tonneau. Et là, pas de nouvelles de lui pendant 30 minutes. Donc, faut gérer la famille. Très compliqué. Pas de nouvelles. On voit l'ambulance, etc. qui arrive. C'était un gros choc. La voiture, l'arceau plié. Et donc là, très compliqué déjà de gérer la famille au niveau émotionnel. Et c'était la course du samedi. Et il y a une course le lendemain. Et là, je ne savais pas dans quel état j'allais récupérer le pilote. Je ne savais pas dans quel état j'allais récupérer la voiture. Et est-ce qu'on est capable de prendre cet individu-là et de le faire concourir le lendemain? Et donc, il est sorti avec quelques séquelles au niveau notamment un peu d'ecchymose des hématomes et au niveau des cervicales. Donc, de suite, il a été mis sous Minerve, etc. Moi, j'ai attendu le diagnostic assez rapide de ce qu'il avait au niveau cervical pour être sûr quand même qu'il puisse concourir le lendemain. Et après, la première action, c'était d'enlever cette Minerve-là pour retrouver un maximum de mobilité, parce que c'est souvent l'erreur. On veut limiter les mouvements et en fait, c'est optimisé. Et surtout, j'ai récupéré un individu qui était sous adrénaline complet. Ouais. Je n'avais jamais vu ça. Excité, le couteau entre les dents, les yeux révulsés, même pas capable d'écouter sa famille, même pas capable de tenir une conversation. Extrêmement excité, pas capable de prendre une décision rationnelle. La voiture était amochée, elle était morte pour le lendemain. Donc, l'écurie dans laquelle on court, il pilote. On fait venir une voiture de Lyon durant la nuit, donc il a pu concourir le lendemain. Wow. Et ça, c'est un cas très concret aussi en préparation mentale. Donc, le lendemain, comme il n'a pas pu faire de course, il a dû partir dernier, vu que c'est une nouvelle voiture, c'est une règle. Ouais. Et donc, il a presque pas dormi de la nuit. Il s'est réveillé avec énormément d'énergie. En fait, j'ai récupéré cette humeur-là encore à un niveau d'adrénaline énorme. Ok. Et donc, là, le but, c'est que, du coup, durant le sommeil, ce qui s'est passé, c'est qu'il a ressassé ce qui s'est passé. Il y a eu le traitement de la journée qui s'est passé, où tout ça s'est rangé dans des souvenirs, mais au niveau chimique, l'adrénaline était encore là puisqu'il a revécu ce moment. Et donc, je l'ai récupéré dans le même état. Ok. Donc là, c'était assez complexe parce que moi, je le voyais prendre le mur en plein vol. Et donc, le but, la stratégie, ça a été, comme ce qu'il a en tête, c'est ce qui vient de se passer encore, il faut que je lui crée de nouveaux souvenirs à interpréter pour recréer de nouveaux processus, de nouvelles connexions, et que son cerveau est en train de vivre autre chose que plutôt se lever, et en plus, les courses sont le matin à 10h, et de suite, que le dernier souvenir, ça soit ça. Donc là, on est parti à l'avance, on a réduit un peu le temps de sommeil, on a fait du yoga, on est parti dans la forêt, on a beaucoup discuté, on a fait des exercices tout simples avec des lancers de balles, etc., du ludique, pour vivre de nouvelles expériences, vivre de nouvelles choses. On a même mangé une chose différente aussi pour créer un peu de nouveauté, pour que son cerveau, en fait, il interprète quelque chose de nouveau et pas son ancien souvenir. Ok.
Et en fait, il est monté sous sa voiture, encore un peu sous adrénaline. Et il est parti à la 19e place et il a fini 5e. C'est énorme. Donc c'était énorme. Donc ça, c'est un cas complexe où il s'est passé du positif. Mais après, il y a des cas très compliqués. J'ai pas tout le temps 100% de réussite avec les athlètes que j'accompagne. Maintenant et encore plus quand je sens que ça va pas matcher, parce qu'avant tout, c'est une alliance que l'on doit créer. Ouais. Je refuse certains suivis. Il y a des personnes qui veulent de l'hyperconsommation, ils sont des boulimiques d'outils, ils veulent tout de suite. Ça marche pas comme ça, c'est un long processus. Ok. Et au début, la préparation mentale, sur les premiers mois, c'est pas drôle. On fait pas grand-chose de pratique, on fait pas grand-chose où on est en mouvement, on met plutôt le nez un peu dans ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ouais. C'est un gros travail d'introspection, mais c'est le travail de lucidité. Ok. Mais ouais, certaines fois, on met tout en place, mais c'est le sport. Et moi, j'aime pas tout contrôler non plus. Ouais. Dans le sport, il y a une part d'aléatoire, et il faut pas contrôler l'incontrôlable. Et quand tu as des athlètes qui veulent essayer de contrôler même le côté hasard du sport, ben là, pour moi, on va dans une dimension qui n'est pas bonne, parce qu'on sort de la beauté du sport. Peut-être avant de conclure, tout à l'heure, tu disais que tu étais un extrémiste de la... c'était quoi ? La data, de la personnalisation. Je crois que c'était je sais plus si c'était de la personnalisation ou quelque chose comme ça. Concrètement, c'est quoi ? De la planification. Peut-être c'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, je travaille beaucoup avec des documents, des fiches, où je vais... déjà, ma phase de test, elle est très complète. Ouais. J'ai énormément de data, de statistiques, donc je mets tout en images. J'aime bien aussi rendre des documents qui sont... Ça n'a rien à voir avec la préparation mentale, mais qui sont agréables à regarder à l'œil nu. Je pourrais t'en montrer. Que l'athlète prenne plaisir à regarder ses statistiques, ses datas, ses exercices. Et donc, je personnalise, où je mets les photos de l'athlète, les couleurs qu'il aime, etc. C'est vraiment un travail de graphisme à ce niveau-là. Et en fait, je vais récolter énormément de données durant le quotidien de l'athlète sur comment il a dormi, dernier repas, sur ses niveaux d'attention, sur ses niveaux de fatigue, etc. Et je collecte tout dans des graphiques où j'ai tout un tas de mesures qui me permet de prendre les bonnes décisions sur les outils que je vais mettre en place. Et certaines fois, oui, ça peut être trop, parce que c'est la limite de la suranticipation, en fait. Ouais. Et quand tu viens à suranticiper un environnement chaotique, en fonction des sports, il y a des sports qui sont plus chaotiques que d'autres. Il y a des sports où le côté chaos et le côté hasard, il est mesuré, parce que tu prends un passage à l'haltéro, tu sais, entre guillemets, à l'heure où tu passes, le mouvement, etc. Tu n'as pas d'adversaires qui sont physiquement contre toi, qui vont te mettre des coups, etc. Tu prends un sport collectif où il y a une balle, il y a beaucoup plus de chaos et de hasard. C'est chaud. Et donc, de faire percevoir à l'athlète qu'on peut mesurer, anticiper l'inanticipable, ça va lui mettre des choses dans la tête qui sont négatives. Donc, c'était plutôt par rapport à ça. Ok, hyper clair. On va pouvoir conclure. J'ai quelques questions. Il faudra être le plus synthétique possible. Le plus possible. Bon, c'est pas si simple que ça. C'est juste avant de se lancer là-dessus, et je pense que ça va être une question assez courte, c'est quoi, il y a deux questions du coup, première chose, c'est quoi les caractéristiques que tu vois chez les sportifs que tu n'aimes pas retrouver, que tu te dis, voilà, ça va pas le faire, et inversement, c'est quoi les caractéristiques que tu trouves dans les meilleurs, la crème de la crème des sportifs de niveau, les trucs un peu, les patterns un peu communs, tu vois. Alors là où j'ai des difficultés, ça va être déjà les sportifs qui viennent à reculons. D'accord. Ça, c'est un fait. Ouais. Il y en a qui sont envoyés par le club ou par l'agent, par exemple. Ça va être les jeux, c'est tout. Et comme j'ai dit, les boulimiques d'outils et le résultat direct. Ouais. C'est impossible d'avoir des résultats directs. Okay. On peut avoir des prises de conscience, une grosse ouverture d'esprit avec une conversation en one-shot avec l'athlète. Mais un résultat qui dure dans le temps, c'est impossible. Donc, il faut du travail sur la durée. Donc, là où c'est rédhibitoire, c'est celui qui veut quelque chose direct en one-shot. Ok. Et d'ailleurs, j'en profite, pour collecter, c'est du déclaratif, tu utilises des outils, une montre, des choses comme ça ? Ouais, des logiciels. Okay. Donc, j'ai un logiciel d'entraînement cognitif. D'accord. J'ai un logiciel aussi avec des questionnaires en préparation mentale. J'utilise aussi des données biofeedback. Okay. Donc, tout ce qui va être mesure cardiaque, etc. Des EGGQ, donc électroencéphalogramme au niveau de l'activité cérébrale. Et genre juste sur le sommet, par exemple. MyCoach, après. Ok. Est-ce qu'ils ont genre une Garmin ou une Whoop, ceux qui peuvent, ou un Ring, des choses comme ça? Okay. Alors, il y en a, il ne faut pas leur en parler. D'accord, ok. Mais certains,
ils sont ouverts à ça. Et donc, ouais, Ok. on envoie du hurrah, on envoie du whoop. D'accord. Tu On préfères quoi, envoie- toi, a priori? Comment T'as des préférences en termes d'outils ou- Alors, whoop, je pense que c'est plutôt adapté à l'entraînement pur. Et j'ai la perception qu'Oura, on est plus sur du bien-être et des données santé. Ok. J'aime bien les deux. Un peu tout, ouais. Je trouve que c'est non invasif et c'est cool. Et après, là, ce que j'aime retrouver chez l'athlète, Ouais. ouverture d'esprit, enthousiasme et créativité. Ok. Ça, c'est un peu les patterns que tu vois chez tous les meilleurs athlètes que tu accompagnes? On peut retrouver certaines fois, alors il faut faire attention à ce que je dis, mais on dit qu'ils ont certains troubles autistiques, les athlètes, Ok. ils sont dans leur bulle, Ouais. surtout au très haut niveau, mais moi, je les aime vraiment comme ça, quoi. Ils sont vraiment... Ok. ils sont hors du commun. C'est pour ça Ouais. qu'en fait, c'est tout ce qui touche au côté de... Ils ont au moins quelque chose d'extraordinaire dans ce qu'ils font. D'accord. Et tu sens que ça sort de l'ordinaire par rapport à des petites choses qu'ils ont, que ce soit dans la personnalité, dans leur manière de s'entraîner, etc. Et après, ils vont être aussi très exigeants, pardon, et ils vont avoir la capacité, au niveau émotionnel, au niveau attentionnel, au niveau du goût de l'effort, d'aller plus loin que le commun des mortels. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la capacité de percevoir comment un athlète va être façonnable. Et certaines fois, on voit quelqu'un où c'est peut-être moyen en fonction des résultats et c'est pas le meilleur. Mais par contre, on va pouvoir faire de l'orfèvrerie avec lui et il est façonnable, il va tout exploser, quoi. Ah Et ouais. ça, avec des tests, donc il y a la vision, donc l'œil du préparateur mental qui s'aiguise. Et après, on doit aussi se baser sur des tests, des auto-évaluations. Est-ce que l'athlète dit? Parce qu'on n'a pas la science infuse non plus. Trop stylé. Trop stylé. J'entends qu'avec mes petites dernières Allez. questions, du coup. Donc là, tu as été labellisé au top performer puisque tu es intervenu dans ce système. Putain, trop bien. Trop bien. C'est quoi ton système non négociable à toi? Genre, tous les jours, tu dois retrouver ces trucs-là. Sinon, c'est une mauvaise journée. J'ai bientôt 30 ans, 29. Là, si je fais pas tous les jours du réveil musculaire, donc ça va être beaucoup de cars, mobilité, etc. Très compliqué Ok. pour moi. Et après, j'ai ma petite potion magique. Honnêtement, c'est ça. Et ouais, un maximum de lumière du jour. Ok. Lumière du jour et de marche. Mouvement, lumière du jour. Ok. Dans ta potion magique, c'est quoi? C'est de la MDMA, des trucs un peu forts, des trucs un peu Alors, chamaniques? Elle change un petit peu, mais c'est double expresso. Ok. Alors là, je vais faire la version été. Ok. Double. Le Alors, c'est druide. On l'appelle panoramique dans le milieu. shaker en inox, Ok. double expresso, une cuillère de pollen de pin. Une cuillère s'appelle l'énergie du druide. Ça se trouve chez Super Aliments. Ok. Et une cuillère de coffee mushroom. Ah ouais. Donc c'est avec des champignons adaptogènes, etc. Des glaçons, D'accord. un peu de lait, on shake ça. Ok. Et ça fait un latte Tous les jours. de l'espace. Tous les jours. Ah Alors, oui, de l'espace. Ouais. Je fais ça uniquement avant l'entraînement. Ok. Donc je m'entraîne entre 7h et 8h. Ok. Ah oui, le non négociable, c'est que faut pas me demander d'aller m'entraîner si je me lève pas au moins 1h à 2h avant. Je suis incapable de me lever et d'aller m'entraîner. Donc je vais me lever, ça dépend, 6h30, 7h. Ouais. Et après, il me faut au moins 1 heure pour émerger. Je suis un ours. Où je vais essayer de marcher ou des fois même, je suis comme tout le monde, hein, je suis sur le canapé. Ouais. Je suis horrible à voir. Je suis sur Ok. mon téléphone, je scrolle. Ouais. Mais il faut que je m'hydrate un peu et après, je prends ma Ok. mixture. Je vais m'entraîner à jeun aussi. Ok. Ah oui, je me rajoute un peu de miel souvent quand c'est des grosses séances. Ok. Et voilà, ça, c'est ma potion. Énorme. Et la version hiver, du coup? Sur l'hiver, pas de glaçons. Pas de glaçons, pas de Ok. shaker C'est et génial. pas de lait. Et donc, entraînement, potion magique, et on a dit quoi? Beaucoup de travail de ouais, mobilité. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres trucs ou... Je suis issu du foot de base, donc j'ai jamais été éduqué à la mobilité des écoles de foot, etc. Fallait pas leur parler d'étirement. Ouais. Je suis raide comme un clou, et là, Ok. je le sens vraiment que c'est terrible. Donc, je le fais de plus en plus. Et un peu de Mobilisons. respiration aussi. Respiration nasale à fond. Ok, c'est un truc que j'aurais voulu creuser. Faudra que tu reviennes. C'est quoi la première chose que tu fais le matin, du coup? Ça va recouper un peu, je pense. Essayer de nous projeter un peu. Dès que je me lève, bon, les basiques pour tout humain qui se lève, quoi, ses besoins. Et après, grand verre d'eau et j'essaye d'aller au moins dehors, quoi.
directement dehors. C'est plus facile l'été, Ouais, c'est clair. parce qu'après l'hiver, il fait nuit. Ouais. Je me suis acheté des luminettes, moi. Comment ? Je me suis acheté des Eh luminettes. ben ouais, je les ai aussi. Ah bah, tu vois. Les luminettes l'hiver. Mais après, c'est un peu dans... Le matin, j'aime bien ralentir le temps. Ouais. Une fois que je m'entraîne, après, j'ai un quotidien où je voyage beaucoup, j'ai beaucoup de déplacements. J'ai instauré quelque chose. Je passe aucun appel avant 10h. J'ai aucun rendez-vous suivi avant 10h. Ouais, avant 13h, pardon. Ah oui. Je travaille pas le matin sur de l'interaction humaine. Je fais mes petits travails de créativité, etc. Mais je suis dans ma bulle et je prends soin de moi et je ralentis le temps. Je vais à 2 à l'heure le matin, à part dans les tâches où je travaille vite, mais j'aime bien ralentir le temps parce qu'après, ça va vite. Ok, intéressant. Tu dors combien d'heures par nuit ? Je me couche à 22h30, 23h. Là, avec les JO un peu plus tard. Bien sûr. Mais j'avais pas mal de problèmes de sommeil là cet été parce que, notamment avec les JO, c'est intéressant parce que je me suis décalé et je le remarque sur moi. Ouais. Mais sinon, généralement, rythme de croisière, je peux me réveiller à 5h45, 6h. Mais quand je me réveille à cette heure-ci, le soir, à 22h, je sens même plus ma mâchoire. C'est coma. Terminé. Mais sinon, allez, c'est 6h et je m'endors à 22h30, 23h. Ok. Une mauvaise habitude que tu as envie d'éliminer ? Je pense que je bois 3 cafés par jour. Tranquille. Je bois 3 cafés par jour. Non, je pense que c'est l'habitude du café. Ouais. Qu'est-ce que je devrais dire avec mes litres de café quotidiens ? Non, après, je sais. Je suis vraiment Moi, je me fais attaquer par le marketing. C'est terrible. Ouais. Alors, tout ce qui est optimisation, nouveautés, gadgets, etc., moi, je me fais attaquer dans tous les sens. Ouais. Je donne mon argent, je teste trop de trucs, j'achète plein de trucs. Et donc, c'est cata. Même équipe. Là, je pense que je vais me prendre un petit tapis pour travailler sur mon bureau debout. Tu as plein de petits trucs comme ça. Là. T'as une petite liste de tous les trucs que t'as achetés comme ça qui sont concluants ou pas ? Mais là, un truc qui est game changer, c'est les boules caisses de travail. Je suis très sensible au bruit et il y a des petites boules caisses qui s'achètent chez Loop. Alors eux, c'est les rois du marketing, c'est les bouchons d'écouteurs. Bien sûr. Et ils ont décliné ces bouchons-là en fonction d'où tu te trouves, en festival, dans une réunion ou pour dormir. Et en fait, en fonction des décibels, etc., ça en change les modèles. Et je mets ça marche trop bien. Musique binaurale aussi, incroyable. Moi, j'adore Handle comme application. Trop bien. Aïe. Ouais, moi aussi, et après, honnêtement, non, les lunettes à fond. Et après, oui, balle à picot. Balle à picot pour se masser les pieds ? Balle à picot pour se masser toutes les zones du corps, pour faire du travail d'intégration sensorielle. J'avais un autre morceau de podcast que je voulais, sur lequel je voulais partir, c'est le earthing, du coup. Ouais. J'avais envie d'en parler, mais on n'aura pas le temps, donc il faudra que tu reviennes encore une fois. C'est quoi ton rapport au jeu ? Les jeux... L'amusement. Moi, je suis un grand enfant. Je suis quelqu'un de très... comment dire ? Même si je travaille des fois dans un environnement le très haut niveau, avec des athlètes, et même des fois, c'est un peu le côté showbiz et célébrité. Ouais. Je suis vraiment un campagnard dans l'âme. Moi, j'aime les choses très simples. J'aime m'amuser, j'aime me divertir. Je le fais des fois de moins en moins. Je suis un grand enthousiaste. Je déteste être sérieux sans se prendre au sérieux. Et après, tout le côté ludique, que ça soit faire du sport, jouer un petit peu aux jeux vidéo, même si j'ai pas eu trop le temps et j'ai redécouvert ça en travaillant avec des gamers. C'est énorme parce que ça cultive aussi sa petite part d'enfant. Et je pense qu'on devrait jamais trop se prendre au sérieux dans la vie, quoi. Ce que je dis toujours, tout le monde me dit mais PE, il faut que tu sois sérieux. Enfin, t'es un robot, t'es hyper sérieux. Moi, je joue trop aux jeux vidéo et je leur dis à chaque fois mais moi en fait j'étais un énorme geek. J'ai passé des heures et des heures à farmer le cuir léger sur World of Warcraft, pour ceux à qui ça parle. Moi c'était Dofus. Aïe, ça, Dofus c'est chaud quand même. ouais, c'est chaud aussi. Et en fait, je regrette pas une seule seconde que j'ai passé sur les champs de justice de League of Legends. Tu vois, j'étais tellement à un bon moment de ma vie et j'y joue toujours un petit peu. Et c'est trop kiffant, quoi. Mais surtout que ça développe plein de choses, c'est tellement sous-côté. Ouais, les MMO, tout ça. Les MMO, c'est vraiment sous-côté. Ça développe plein de choses. Et puis après, voilà, même là, si on parle d'outils, si on parle d'optimisation, si on parle de préparation mentale,
Ouais, faut pas se prendre au sérieux. Ouais. Je suis humain. Des fois, je me prends des cuites. Oui, bah oui, c'est ça. Je m'endors tard. Des fois, je mange Bien mal. sûr. Et C'est ok. c'est trop bien. Ça fait partie de la vie aussi, quoi. Ouais, totalement. Je pense qu'il faut pas avoir non plus l'image de être trop rigide et trop strict, Non. parce que en fait, c'est le meilleur moyen de tout péter. C'est comme les bons régimes. T'étais comment quand t'étais enfant? J'ai eu un parcours scolaire extrêmement chaotique. J'étais dans tous les conseils de discipline. Énorme. J'ai fait tripler ma 4e. Ah ouais. J'avais aucune perspective. J'ai commencé à... Je suis du sud-ouest, donc je suis issu du monde des férias. Ouais. J'ai commencé On à l'entend boire. un peu. Hein. Ouais, Ouais. j'ai commencé à boire très jeune. Ok. J'avais aucune perspective jusqu'au bac. Ok. Très compliqué pour moi les études. En fait, j'arrivais toujours à m'en sortir. Ça passait juste. J'étais ce qu'on appelle un branleur. Ouais, d'accord. Je manquais jamais de respect, etc. J'ai une très bonne éducation, Ouais. assez stricte d'ailleurs. Ouais. Mais je comprenais pas le concept de la classe, d'être assis comme ça alors qu'à cet âge-là, on doit se mouvoir dans son environnement. C'était très abstrait. Et moi, il fallait du concret. Ok. Donc ça a été très chaotique jusqu'à 18 ans quand je suis parti vivre en Australie. Éducation très stricte, du coup, tu disais? Ouais. Ok. Intéressant. Des valeurs, des valeurs très humaines, très patriotes, des valeurs qu'on inculque, comment dire, avec le respect des traditions Mhm. et beaucoup de respect. Et franchement, j'ai des parents incroyables qui m'ont toujours accompagné. Aujourd'hui, si j'en suis là, enfin, je suis pas non plus. Mais c'est grâce à eux, ils m'ont toujours aidé, ils ont toujours eu le sens du sacrifice pour moi et Trop stylé. incroyable quoi. Ouais. Trop belle performance pour eux, du coup. C'est quoi la question que tu aimes bien poser quand tu rencontres quelqu'un? En vrai, c'est une bonne question ça. Essaye de trouver, est-ce que j'ai une question que je pose tout le temps. Donc, d'un côté, celle qui me donne le plus d'informations, Ouais. c'est décris ta routine avec une journée dans ton assiette. Ouais. Franchement, ça arrive un peu à me donner le profil de Ok. la personne. Et la question en vrai que tu viens de me poser, Ouais. j'ai pas mal de questions dans mes questionnaires sur la relation aux amis, la relation aux éducateurs, la relation aux professeurs, Ouais. le parcours scolaire. Mhm. Je trouve que ça façonne tellement l'individu. Je suis d'accord. Et après, j'aime bien poser des questions sur le milieu du voyage. Ok. Le Genre- voyage et les hobbies. Ah, intéressant. C'est quoi ton dernier meilleur investissement à moins de 100 euros? Celui-là. Alors, Il y en a un que j'ai pas reçu. Je vais me faire tailler en plus. Il y a les lunettes. Je crois que c'est 79 euros. Ouais. Celles sur le site américain, là, elles sont presque à 300 avec l'envoi. Vaut mieux passer par Loïs Kedoshim. Je fais un peu de pub. Ouais. On l'embrasse. Et après, c'est un truc, je vais avoir l'air de rien. En fait, je me suis racheté des bouchons d'oreilles spécialement faits pour travailler avec un petit cordon magnétique Ouais. Oh yeah. qui te permet de les avoir autour du cou comme si tu avais ta carte de bus accrochée. D'accord. Et en fait, ça permet de les avoir tout le temps et comme si c'était des ficelles de lunettes, quoi. Ok. Très kitsch et que tu mets dans les oreilles. Ok. Et j'ai Ça, c'est acheté. ton meilleur investissement, ça? Je ne l'ai pas reçu, je pense que ça va être bien, mais en date, c'est ça. Sinon, vraiment le vrai meilleur, c'est celui qui filtre l'eau, le Berkey. Qui filtre l'eau? Ouais, qui filtre mon eau. Ah oui. Mon Ok. eau, j'allais dire mon eau de vie, mon eau. Trop dit, ouais. L'eau du robinet. Ok. Je filtre mon eau du Énorme. robinet, je bois pas l'eau du robinet. Est-ce que trop de perturbateurs endocriniens? Ouais. Ok. Ah, très intéressant. D'ailleurs, c'est un droit, enfin un droit civique, je sais pas si on dit ça, mais c'est un droit qu'on a de se rapprocher de nos mairies et de savoir l'état de l'eau. Et souvent, il y a beaucoup de chlore, il y a beaucoup de médicaments qui sont dedans, et pour moi, il faut aussi traiter son eau. C'est ouf. Ou alors, si c'est pas écologique, mais acheter en bouteille. Et la meilleure sur le marché, c'est la Montroucou. 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 Putain, c'est incroyable. Moi, j'ai passé la semaine dernière, chers auditeurs, j'ai passé des heures à trouver quel était le meilleur coussin de voyage pour oui. l'avion, etc. Voilà, je suis sûr qu'Anthony est dans le même genre. Voilà. Bah, là, les coussins, ouais, j'en ai déjà fait 2 à mémoire de forme, tout Ok. ça.
Et après, sinon, il y a tout le matériel pour le sommeil, pour se refroidir son sommier, Ouais. Ça, pour être sûr d'avoir une chambre noire. Ça coûte la blinde, ça. Ah ouais. Putain, par Pour contre, être connecté à la Terre, et le earthing, tout ça. Ça va être incroyable, mon frère. Quand Ouais. t'as budget limité là-dessus, mais moi, je serais un malade. Hein. Bref, un tips que tu veux partager aux auditeurs, et après, on a presque fini, promis. Un tips. Honnêtement, je pense que le tips, c'est... Il va y en avoir 3 en même temps, mais je vais faire une seule phrase. Vas-y, t'inquiète. C'est évaluez-vous et parlez à quelqu'un. Essayez de méditer. Même 5 minutes, genre. Comment ? Même 5 minutes. Même 5 minutes. Ok. Et mettez-vous dans la difficulté. C'est-à-dire rechercher l'inconfort. Que ça soit un inconfort par rapport à de la variation de température, un inconfort physiologique, un inconfort tissulaire pour de l'entraînement. Il faut se mettre dans l'inconfort. Et si vous voulez vous intéresser à quelque chose, intéressez-vous à comment était fait l'humain quand il est arrivé sur Terre et dans sa nature très homo sapiens et primaire. Et ça va vous expliquer toute la marche à suivre sur comment il faut se comporter aujourd'hui dans un environnement qui est totalement différent de celui dans lequel on devrait être. Ok. Est-ce que tu préfères gagner ou est-ce que tu détestes perdre ? Alors moi, j'ai jamais été très compétitif maladif. Ok. En vrai, je préfère gagner, mais c'est pas grave honnêtement, c'est pas grave de perdre. Incroyable. On est en train de me faire mentir sur les statistiques parce que les derniers invités de système préfèrent gagner, alors que tous ceux avant détestaient perdre. Et Ouais. ça, c'est pas possible. La team des détestants de perdre, là, il faut qu'ils se remontent un peu. Là. Ouais. C'est pas possible. Moi, je déteste perdre. Vraiment, ça me rend fou. C'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis prêt à tricher comme il faut pour pas perdre. C'est pas possible. Genre au Monopoly, je suis infernal, quoi. Ah ouais. Ah, mais je pique de la thune dans la banque, c'est horrible. Ah, vraiment, c'est affreux. Ah, putain. J'ai la haine, tu vois. Ah, c'est horrible. Mais ça explique aussi beaucoup de choses après sur Ouais. comment on va aborder les événements. C'est clair. Mais tu vois, par contre, pour faire un tout petit crochet, je pense que je serais pas prêt à aller à dépasser des fondements éthiques Ah oui. si ça a une valeur qui va me mettre dans une position de non-concurrence avec des autres. Je te donne un exemple très concret. Tu vois, c'est une compétition de CrossFit où il y a des gens qui sont pas dopés. Bah, je pourrais pas me doper Ouais. parce qu'en fait, j'aurais l'impression de les battre, mais sans être légitime. Et ça me rendrait encore plus fou, tu vois. Et du coup, je serais encore plus mal que ça. Et ça me rendrait fou. Je voudrais être libre de pouvoir les battre sans avoir besoin de tricher, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et ça, c'est un archétype qu'on retrouve dans les sportifs de très très haut niveau aussi. C'est la capacité à ne jamais vouloir perdre et d'être prêt à tout pour gagner. Ouais. Et là où on en fait de très beaux champions, c'est la capacité à être dans cet état-là tout en prenant du plaisir. Ah ouais. Ça, c'est magnifique. Ouais. Ok. Dernière question. Ouais. C'est quoi ton idée contrarienne, tu vois, qui va à contre-courant de la société ? Il n'en faut qu'une. Alors, je ne sais pas si tu t'attendais à une réponse extrêmement philosophique, Tu peux- etc. non, mais un tu truc peux- qui tu va peux aller- bien en contre de la société. Ouais. Et ça fait un lien avec la performance. Préparez-vous, chers auditeurs. C'est sur un ton un peu Accrochez votre un peu ceinture. plus léger. Mais il faut le plus possible quitter ses chaussures. Waouh. Alors Donc- ça, je ne Donc pas tu peux du tout à avoir ça. une vision philosophique sur quitter ses chaussures pour trouver de la liberté, Ouais. mais aussi d'un aspect plus performance. Il faut quitter ces chaussures qui nous étreignent dans nos pieds. Ok. Les chaussures, les semelles comme on connaît, qui ont extrêmement de rembourrage, de mousse, de bulles d'air, sont pas du tout faits pour l'être humain. Ouais. Le pied est fait pour être en liberté, pour se mouvoir dans un espace de liberté. Donc achetez des chaussures barefoot, achetez des chaussures avec un gros avant du pied et quittez vos chaussures, marchez pieds nus et retrouvez la liberté de vos pieds. Et ça fera du positif sur votre bien-être et la performance. Et bah, sur ce grand moment de suspense, on va s'arrêter là, si ça vous plaît. Merci beaucoup, Anthony. C'est trop Avec cool de te plaisir. recevoir. Je suis trop content. C'est un Merci à bête toi. d'épisode. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Ouais. Anthony Lespade.
J'ai un site aussi qui va sortir, ça sera en même nom. Ok. Et sinon, pour ceux qui sont intéressés de se former en préparation mentale, je reprends la direction d'une école de préparation mentale dans laquelle je formais déjà depuis 5 ans. Donc là, c'est un gros challenge. Je reprends la direction, la philosophie, la vision, Ok. avec tous nouveaux intervenants. Hmm. Donc ceux qui veulent se former, n'hésitez pas à me contacter parce qu'il faut de plus en plus de préparateurs mentaux sur le terrain qui ont une bonne éthique, une bonne formation. Et moi, j'ai envie de me faire des collègues. C'est trop stylé. Donc, vous l'avez compris, chers auditeurs, si vous avez matché un peu là, avec la philosophie Ça s'appelle de vie, Focus. la vision, regardez Focus, l'école de préparation mentale. Exactement. Et surtout le profil d'Anthony. Envoyez-lui plein de cœurs, plein de bisous, plein de remerciements, parce que ça fait toujours plaisir, évidemment. Moi, j'ai vraiment passé un super bon épisode, c'était trop Ben cool. ouais, merci à toi. J'espère que j'ai été assez clair dans certaines notions. Ouais. Si jamais il y a des questions, de toute façon, il y aura un épisode 2. Ouais, carrément. N'hésitez pas à m'envoyer des messages sur Insta, etc. C'est toujours un plaisir pour moi de mettre le nez dans les questions et de répondre, etc. Donc voilà. Trop cool. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était un plaisir. C'était PE, du coup. Et Anthony. Puis je vous dis ciao. Bye bye.